Bonsoir, bienvenue dans Le Monde en face. Ce soir, en partenariat avec Marie-Claire, nous allons parler d'une réalité si difficile à regarder en face que le phénomène reste tabou. Dans les toilettes des collèges ou sur Internet, des milliers d'adolescents se prostitueraient en France, selon les estimations des associations de défense des enfants. On estime que 6 à 8 000 mineurs, surtout des jeunes filles, parfois âgées d'à peine 13 ans, troquent leur corps pour s'offrir un téléphone portable, un peu d'argent de poche ou juste s'intégrer à un groupe. Mais elles ne se considèrent pas pour autant comme des prostituées. Alors au-delà de toute morale, que se passe-t-il dans la tête de ces ados? Comment sont-elles arrivées là? Comment les aider à sortir du piège? Nous allons en débattre avec mes invités juste après un documentaire. Ils donnent la parole à des adolescentes qui se mettent en danger, mais aussi à leurs parents. Anéantis, ils se sentent seuls et impuissants face à leurs enfants. Voici Jeunesse à vendre, un documentaire signé Alexis Marant, Claude Ardide et Nadège Hubert. Et je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. C'est l'histoire d'une jeunesse, d'une métamorphose secrète. À l'âge où tout change, certaines ados s'aventurent dans le plus vieux des interdits sexuels. Je me suis rendu compte, donc à partir de la 4e, que ma fille commençait à changer parce que je commençais à trouver dans ses affaires, au milieu de ses cahiers, du maquillage, de la lingerie. J'ai même trouvé des escarpins de très mauvais goût. Donc ça m'avait mis la puce à l'oreille. Certaines de ces femmes enfants n'ont que 13 ans. Elles jouent avec leur pouvoir de séduction et marchandent leur corps avec les garçons. Dans des établissements scolaires dans lesquels les parents, quand ils scolarisent leurs enfants, n'imagineraient pas une seconde qu'il puisse se passer des choses pareilles, c'est là qu'on trouve effectivement des fellations en échange de 20 €, de 25 €, de 30 €, et ça touche tous les milieux. Sexe contre argent. Cela s'appelle de la prostitution. Même si au commencement, ces ados ne mettent pas les mots, ne voient pas la spirale. C'était une ancienne amie qui m'a beaucoup influencée. Je l'ai connue, j'avais 13 ans. Elle me disait, oui, tu vas voir, on serait H24 ensemble, on serait comme des sœurs, on se partagera tout ça. Et puis, tu vas avoir la belle vie, tu vas te faire de l'argent. Inconcevable pour les parents. Comme avec une addiction, leurs enfants leur échappent. T'as préparé ce que tu dois dire au juge ou pas? Tu vas dire que t'as fermé la parenthèse? Tu dis je m'excuse? Laisse-moi, arrête de me parler. Les conflits sont inévitables et les fugues fréquentes. Avec parfois pour seul signe de vie, des annonces dénudées sur Internet. Donc celle-là, c'est formellement ma fille. Je suis un peu écœuré de voir toutes ces filles, dont je sais pour une bonne part, elles sont mineures. Pas simple d'agir. On est aux limites de l'éducation et de la loi. Les familles sont dépassées et la police ne peut pas tout. Nous sommes confrontés à des jeunes filles qui nous expliquent qu'elles font ce qu'elles veulent, qu'on n'a pas à se mêler de leur vie sexuelle, que la majorité sexuelle en France est à 15 ans et que ce qu'elles font dans leur vie privée ne nous regarde pas. On ne peut pas empêcher légalement une jeune fille de faire des rencontres. On va la mettre en prison. Les institutions ne suivent pas. Les adultes ne comprennent pas. Et c'est peut-être la société tout entière qui est coupable avec ces messages implicites. C'est vrai quand même que le bain dans lequel on les place, c'est quand même le cul, le sexe, le fric, la thune, comme ils disent. Ce sont les valeurs de leur monde. Comment empêcher ce commerce des corps? Comment trouver les mots et aider ces ados? Comment refuser que tout puisse se vendre
même la jeunesse. Ça pouvait t'arriver de voir combien de clients chaque jour? Ça dépend les clients qui m'appelaient. Ça peut être des fois 5, des fois 10, ça dépend des jours. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Je me rendais pas compte. C'est une banlieue de pavillons autour de Paris. Un décor ordinaire pour une histoire qui ne l'est pas. Ariane et Gérard n'ont pas vu leur fille depuis 8 mois. Océane, 15 ans, se prostitue. C'est la seule chose dont ils soient sûrs. Elle a laissé derrière elle les dernières pages de son journal intime. Ne perdez pas l'image de votre fille quand elle était petite, heureuse et souriante. Que je fasse un choix. Ça me fait du mal de devoir dire ça, mais il y a un moment où il a fallu que je fasse un choix entre une vie normale et ma vie. Je repars, mais cette fois, vous ne me verrez pas avant 2-3 mois, mais je donnerai des nouvelles, par lettre ou appel, pour que vous sachiez que je suis toujours en vie. Je t'aimerai toujours, ne m'oublie pas, jamais, papa. J'étais complètement à 1000 lieues d'imaginer, et même on me l'aurait expliqué, j'aurais pas compris. Donc voici la chambre de ma fille, où elle a vécu dès qu'elle était petite. Elle était très axée sur les peluches, donc elle en a pas mal. Voilà, un peu comme dans les chambres d'ados, de tous les ados, des bouquins, une petite chaîne où elle écoutait Fun Radio. Et quand elle était petite, notre fille était très charmante, douce. Elle a été à l'école sans problème. L'année scolaire de la 6e, elle a changé dans ce sens qu'elle m'a un peu lâché la main. Et je m'en veux beaucoup parce que j'ai pas réalisé qu'en fait, c'était l'entrée dans l'adolescence et que c'était une zone justement où il fallait redoubler d'attention. Elle se savait mignonne, je pense, donc elle prenait des habits plus, pas provocants, mais un peu à la mode actuelle. Donc elle était toujours plutôt bien habillée. Elle s'occupait beaucoup de ses cheveux. Elle avait une chevelure magnifique. Donc moi, ça ne m'a absolument pas alerté. Je me suis dit, bon, c'est l'ado, elle est mignonne, elle doit jouer de ça. Elle nous a remonté plusieurs fois. Oui, il y a des rumeurs, on me traite. Après, on a su que on l'a traité de pute. Et toute l'année de 6e, il y a eu du harcèlement très fort. Donc, début de 4e, elle a été dans un internat. Et au début de l'internat, ça avait l'air d'aller très bien. Et puis, il y a eu un virage, effectivement, ça va être au mois d'octobre, où là, elle n'a plus voulu, elle n'a plus eu envie de retourner au collège. En fait, il semblerait qu'un des gars faisait des pressions sur elle pour qu'elle couche avec lui et elle lui a envoyé une photo d'elle nue. Donc il avait la photo, il avait fait une capture d'écran sur Snapchat et évidemment il l'avait fait circuler dans l'internat. Et là, ça a vraiment dérapé. La cour de récréation est un univers sans pitié. Les failles des ados prostitués partent de là. Nathalie est assistante sociale en milieu scolaire. Elle travaille en région parisienne. Le rectorat l'a autorisée à s'exprimer, mais elle préfère rester anonyme pour garder la confiance des élèves. Certains se confient à elle, mais elle sait qu'elle ne sait pas tout. Alors, s'il fallait
savoir tout ce qui se passe dans une cour de récré, il faudrait des micros, des drones maintenant. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être possibles, mais via la présence des adultes, non, c'est impossible de savoir ce qui se passe dans une cour de récréation. Quand ça nous arrive, ce sont des rumeurs. Ce que j'entends beaucoup, moi, ce sont des jeunes qui s'approprient le portable des autres en disant voilà, moi je publie tout ce qu'il y a sur ton portable, si tu me fais pas ci ou ça. Oui, des fellations ou d'autres choses qui leur plaisent, effectivement, ça peut arriver. Au miroir des réseaux sociaux, les ados jouent gros, avec une notion des limites souvent floue. C'est vrai que des jeunes filles peuvent accepter des relations, certes consenties, mais qui n'est pas la recherche du plaisir ou de l'amour, mais bien un intérêt parce qu'elles se sentent intégrées dans un groupe, voire elles marchandent. Enfin, elles ont accès par là à des services ou à des biens. Une pipe contre un McDo, voilà, mon corps n'est pas très important, l'intimité de mon corps n'est pas très important. Alors si ça peut m'amener des choses intéressantes, pourquoi pas? Si on demande aux jeunes qui ont l'habitude de ces pratiques, elles n'ont aucune conscience de se prostituer. C'est souvent ça qui se passe. Entre commerce et contrainte, ces adolescentes naviguent dans des zones grises, loin du radar des adultes. Armelle Le Bigot dirige la seule association française dédiée à la prostitution des mineurs. ACPE, bonjour. Pour elle, il n'y a pas un, mais plusieurs schémas. Et souvent, les sentiments jouent un rôle dans le passage à l'acte. Ces gamines, la plupart du temps, un peu en manque d'affection, peuvent tomber amoureuses d'un garçon, où là, le gamin dit « si tu m'aimes, bah, tu couches avec mon pote, ou si tu m'aimes, tu couches avec un tel ou un tel, hein, et c'est pour moi que tu le fais. » Voilà. Il y a aussi les cas des gamines dont une copine dit ah, tu sais, moi je vais t'emmener, hein, tu vas voir, alors on va te prendre en photo, tu vas pouvoir te payer des trucs, et puis ça se passe bien, d'ailleurs moi je l'ai fait, alors je peux t'en parler. Donc des petites recruteuses qui amènent leurs copines gentiment, hein, dans cette forme de prostitution, et ça commence toujours très bien. C'est exactement ce qui s'est passé avec Léa. Elle a aujourd'hui 15 ans et c'est une amitié toxique qui l'a emmenée trop loin. Comme beaucoup d'autres, son histoire commence bien. J'étais une petite fille joyeuse, pas timide, je m'entendais avec tout le monde, j'essayais de parler avec tous les gens. À l'école, j'étais beaucoup à l'écoute de la maîtresse ou du professeur. Et j'étais une très très bonne élève, j'avais des bonnes notes. C'est une ancienne amie, qui maintenant je la considère pas du tout comme une amie, qui m'avait beaucoup influencée. Je l'ai connue, j'avais 13 ans. On aimait bien me plaire, on se maquillait, on s'habillait de façon, je vais pas dire provocante, mais de façon à ce que ça tape l'œil. Elle disait, oui, tu vas voir, on serait H24 ensemble, on serait comme des sœurs, on se partagera tout ça, et puis tu vas avoir la belle vie, tu seras bien entourée, tu vas te faire de l'argent. Moi, j'ai été poussée par elle, poussée à fuguer pour la première fois. Donc, la première fugue, c'est, donc là, j'ai été victime d'un viol. Donc là, ça a été, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une grosse dépression, j'étais pas bien. Je mangeais pas, je dormais pas, je faisais tout le temps des cauchemars sur ça. Et ça m'a rendu la vie impossible, quoi. Après, je suis devenue une autre jeune fille. Je me reconnaissais même plus moi-même, en fait.
commencé à prendre des photos de nous en sous-vêtements, tout ça. Après, on s'est mis sur des annonces, on a mis nos numéros de téléphone. Après, les hommes, ils ont commencé à appeler. Donc, il y a un moment où on se déplaçait. Et après, on a commencé à prendre des chambres d'hôtel, on faisait nos passes à l'hôtel. Les clients, ils avaient, c'était soit des hommes mariés. En gros, c'était entre 20 et 50 ans, quoi. Maximum sur 60 ans. Ça pouvait t'arriver de voir combien de clients chaque jour? Ça dépend les clients qui m'appelaient. Ça peut être des fois 5, des fois 10, ça dépendait des jours. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. En gros, c'était mécanique, il passait, il faisait ce qu'il avait à faire et après, j'avais l'argent et il repartait. C'était combien? C'était, je crois, nous deux, on faisait 100 € la demi-heure et 200 € l'heure. Ça fait beaucoup d'argent pour une ado. Ouais, mais je me rendais pas compte. À côté de l'hôtel où on était, il y a eu un espèce de centre commercial qui était très bien d'ailleurs. On est parti faire du shopping et voilà. On s'est dit, après l'effort, le réconfort. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit, ah bah c'est bon, je vais pouvoir acheter mes vêtements toute seule. Comme une grande, quoi. Les filles, elles peuvent te dire ça, ah bah je vais pouvoir me faire mes faux ongles toute seule. Je vais pas besoin de demander à maman qu'elle me passe de l'argent, tout ça. Je vais me débrouiller toute seule, comme une grande fille en fait. J'étais dans un autre monde, je pensais pas, je me rendais pas compte que mes parents étaient inquiets pour moi, tout ça, je pensais pas forcément à ça. Au début, c'est volontaire, clairement. Elles y vont, voilà, parce qu'elles accompagnent leurs copines, et puis que leurs copines leur disent « Oh, c'est top voilà. Mais assez vite, quasiment dans toutes les affaires, on s'aperçoit qu'elles sont effectivement prises dans un espèce de phénomène, une fois qu'elles se sont fait gâter, etc., bah après, il faut qu'elles payent. Et c'est un espèce d'engrenage. C'est un engrenage, c'est ça qu'on dénonce. Pour Océane, les chemins ont été plus détournés. Après l'épisode de sa photo dénudée, elle tombe en dépression, perd beaucoup de poids et fait une tentative de suicide. À l'hôpital, elle rencontre un garçon. Elle croit avoir trouvé un ami. Lui a repéré une proie. Il a une bande qui se met à tourner autour d'elle. Mi-juin, s'est présenté donc une quinzaine de gars de la cité, donc vus par les voisins. J'ai une conviction, et plus une conviction, une preuve que ma fille s'est fait violer, donc chez nous, ici, par plusieurs de ces gars-là. Elle m'a dit, maman, ils m'ont fait tourner. Maman, ils m'ont fait tourner. Voilà. Et là, moi, j'étais totalement sidérée, en fait. On aurait dû comprendre, mais on n'avait pas vu, on n'a pas compris. Et on l'a su à ce moment-là. Elle nous l'a dit. Alors, je peux le dire, c'est un peu profond, mais je vais essayer de le dire sans m'effondrer. Il y avait souvent des disputes où elle partait en furie. Il y avait plusieurs fois où donc ça c'est. Et à un moment, donc moi j'essayais de la calmer, de la tenir, et à un moment je l'ai prise par les cheveux, elle s'est agenouillée et elle m'a dit papa fais pas comme eux. C'est pas une preuve. Quelque chose a été cassé. D'un coup, tout est possible. Océane vend ce corps devenu étranger. On sait qu'elle a commencé à se prostituer, je pense, fin 2015. Elle a des premières passes. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais bon, je trace donc son compte Facebook. Et là, on tombe donc sur une conversation donc avec un certain Y,
où sans ambiguïté, c'était clair, il lui proposait, on a les sommes, hein, donc c'était 1 000 € par jour, je sais plus, il retenait 250 € pour ses frais, donc clairement pour qu'elle vienne se prostituer. Océane se met à fuguer, puis disparaît pour de bon. Son père Gérard la cherche partout sur Internet. Il trouve des preuves de vie, mais c'est un crève-cœur. Ce sont les annonces de sa fille. Ça, c'est l'annonce où on est formel, hein, c'est bien elle avec un signe distinctif. Bon, là, elle se présente en sexy latina. Gérard a essayé d'appeler le numéro, mais sa fille l'a reconnu. Il a engagé un détective privé, mais elle change constamment d'hôtel. Si vous cherchez de vrais massages, j'adore les rencontres basées sur le spirituel, etc. Je vous attends très vite. Et puis, elle annonce 20 ans, et elle reçoit ça seulement, donc elle ne se déplace pas. J'y passe tous les matins, tous les soirs, je surveille, c'est pénible, je le fais de moins en moins parce que c'est extrêmement douloureux. Océane s'affiche sur l'un des principaux sites d'annonces français. Entre les maisons à vendre et les chiens à adopter, l'onglet Rencontres déroule des milliers de références. Souvent des prostituées, souvent très jeunes. Un vertige de visage et de chair. Quelque part dans cette foule, Océane, sous un pseudo. Rien de plus simple que de passer une annonce pour se vendre. Un clic suffit pour se déclarer majeur. Aucune vérification d'identité. Gérard, le papa d'Océane, a porté plainte contre le site pour complicité de prostitution infantile. Je suis un peu écœuré de voir toutes ces filles dont je sais pour une bonne part elles sont mineures et que derrière elles sont pas libres de leur mouvement. Si le patron de cette tôle qui est donc en Jersey est au courant, et je pense que s'il n'est pas au courant, c'est qu'il sait pas lire. Je comprends pas comment on peut gagner de l'argent de cette façon-là. J'ai plus de respect pour un tenancier de bordel que pour un mec comme ça qui gagne de l'argent à distance. Alors sûrement avec une armée d'avocats, mais en tout cas, j'ai aucun respect pour ce mec-là. Océane a gardé les clés de la maison. Un mot latent si elle devait rentrer à l'improviste. Là, ça, c'est un petit mot que j'ai laissé pour quand elle reviendra. Donc, je lui dis, ma fille, quand tu reviens, appelle-moi ou ton père, et je donne les numéros de portable. Nous t'attendrons. Bise, ta maman. Voilà. Océane est une enfant des classes moyennes. Léa, elle, vient d'un milieu modeste. Mais les beaux quartiers aussi sont touchés. Une vérité qui fait scandale. La prostitution des mineurs, c'est forcément chez les autres. Armelle Le Bigot connaît bien ses préjugés. Dans des établissements scolaires de renom, dans lesquels les parents, quand ils scolarisent leurs enfants, n'imagineraient pas une seconde qu'il puisse se passer des choses pareilles, c'est là qu'on trouve effectivement des fellations en échange de 20 €, de 25 €, de 30 €. Et ça se passe dans des établissements scolaires, oui, de renom, public comme privé. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Votre fille mène une double vie, madame. Elle se prostitue. Le cinéma s'est emparé de ces histoires vraies. Jeune et jolie, met en scène une lycéenne devenue escorte. Moi aussi, j'ai eu ton âge. Moi aussi, j'ai fait des bêtises. Toi aussi, t'as fait la pute. Vous avez l'intention de continuer? Je sais pas. Et vous avez quel âge, vraiment? 17 ans. Bah, il est plus que temps de convaincre que, en effet, ce sujet-là nous concerne tous, nous concernera de plus en plus tous. Et j'ai pas du tout envie de faire peur aux parents, j'ai pas du tout envie d'agresser les enfants. Je dis juste, oui, tout le monde peut être concerné.
combien d'ados prostitués en France? Entre 5 et 8 000 d'après Armel. Le phénomène existe, mais impossible d'en avoir une photographie nette. À l'école, Nathalie devine certaines choses. Mais les ados elles-mêmes ne voient pas toujours ce qu'elles font. Elles ne font pas forcément le lien entre ce qui leur arrive, c'est-à-dire un décrochage scolaire, où elles se mettent à fumer du cannabis, ou à fumer tout court, ou à grossir, ou au contraire à ne plus du tout s'alimenter, et elles ne font pas forcément le lien avec ce type de pratique parce qu'elles les banalisent. À la maison, les parents non plus n'imaginent pas ce scénario pour leurs enfants. Pourtant, là aussi, il y a des signes. Valérie a d'abord cru à une crise d'adolescence. Sa fille de 14 ans devenait colérique, séchait les cours, changeait de look. Vêtements luxueux, sous-vêtements sexy. Elle a fini par comprendre. Elle sortait très tard, donc elle avait cet appel dans la soirée, elle se préparait et elle sortait, donc on l'attendait à la sortie. Et j'ai donc commencé à vouloir m'opposer à ses sorties. Donc j'ai commencé à dormir devant sa chambre, j'ai changé le portail aussi, j'ai mis des picots pour éviter qu'elle puisse escalader, puisqu'on lui avait retiré les clés. Donc elle passait par le jardin du voisin, donc il fallait qu'elle sorte impérativement, il fallait qu'elle sorte. Et du coup, j'ai essayé de faire mon mieux pour l'empêcher de sortir. Et puis au bout d'un moment, j'ai pas pu continuer. Je travaille le lendemain, il faut que je me lève. Rien de toute façon ne pouvait l'empêcher de sortir. C'est horrible pour une mère de se dire, voilà, ma fille va pas bien et je peux rien faire. Et c'était horrible. C'était vraiment, je pleurais tout le temps. Je ne dormais plus. Je dormais plus. Toujours éveillée avec le téléphone à côté. J'avais peur qu'on m'appelle et qu'on me dise que ma fille est hospitalisée ou pire, de savoir qu'elle est là, que ça se passe comme ça et que je ne peux rien faire. Voilà, ça c'est très très dur. Lorsque j'allais faire mes déclarations donc, pour fugue ou disparition inquiétante au commissariat, j'étais la plupart du temps confrontée à des gens qui me disaient écoutez, elle y va volontairement, voilà, elle y va volontairement, on ne peut rien faire. Ils prenaient donc la plainte pour disparition inquiétante, mais ils ne faisaient rien parce que pour eux, elle y allait volontairement. J'ai vu que rien ne bougeait, donc j'ai décidé de le faire moi-même, finalement, ce travail. J'ai dû mettre un mouchard dans le téléphone de ma fille, donc pour pouvoir la localiser et pouvoir recevoir ses messages et savoir ce qui se passait réellement. En fait, j'ai fait le travail de la police. Au commissariat, j'ai été reçue par un policier. Je lui ai montré donc des textos de ma fille qu'elle avait envoyés. Donc j'avais des preuves sur papier, etc. Il a regardé, il m'a dit écoutez, madame, votre fille, je suis désolée, mais c'est une pute, faut vous y faire. Hein. Donc là, je suis repartie en pleurant. Je veux dire, si la police ne peut pas m'aider, qu'est-ce que je peux faire moi, quoi? Alors j'ai tout imaginé. Je me suis dit qu'il fallait que je sorte ma fille de là, puisque personne n'était en mesure de le faire. J'avais tellement de haine. Je me suis dit, je vais le faire moi. Je vais aller les chercher. Je vais tirer dans le tas, tout simplement. Autre maman, même solitude. Sonia aussi a tambouriné à la porte de la police. En vain. Elle a dû mener son enquête seule. Je me suis fait passer à plusieurs reprises pour un client. Plusieurs fois, je l'ai fait. Donc, j'ai pris le risque
j'envoie, genre je suis intéressé par votre profil, est-ce que vous êtes disponible? Elle me répond tout de suite derrière, oui, je suis disponible à partir de 23h. Les tarifs sont, c'est, on dirait une liste. 1 heure, c'est 200 €. Après, si vous voulez d'autres actes anal, c'est 300 €. Voilà, donc si vous êtes d'accord, elle vous envoie l'adresse. Comme ça, vous vous déplacez directement à l'adresse où elle est. En fait, j'ai eu l'adresse par SMS et j'ai appelé le 17 et j'essayais de mentir pour dire qu'il y a une bagarre, il y avait de la drogue et il y avait des armes. Je dis pas que c'est de la prostitution pour que les policiers se déplacent en fait dans cet appartement et ils font la perquisition. Ils sont partis à l'appartement et ils ont perquisitionné et ils ont trouvé effectivement ma fille. Donc si elle était attrapée, c'est, on va dire, un peu grâce à moi. Donc quand j'étais convoqué brigade des mineurs, donc voilà, j'ai appris qu'elle était attrapée dans un appartement douteux. Il y avait des mineurs avec elle, il y avait des adultes. Donc voilà, j'ai appris officiellement que ma fille, elle était impliquée dans la prostitution. Sonia a dû mentir pour déplacer la police. Pourquoi une telle inertie? Réponse à la brigade de protection des mineurs de Paris, le service qui a fini par convoquer Sonia. Ici, on s'occupe surtout de pédophilie et de maltraitance. 80 enquêteurs mis en lumière par le film Police. À l'écran, on les voit sidérés par le manque d'interdits de certains ados. Là, on en est là. Elles t'ont pris ton portable après, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de me le rendre. Elle me fait, si tu veux le récupérer, faut que tu suives mes copains. Je suis bon, ok. Ok quoi? Pour sucer les mecs, pour mon téléphone. Voici le patron de la BPM, commissaire Vianney Dièvre. Pour lui, la police doit rester la police, faire respecter la loi, mais pas la morale. Alors moi, je comprends parfaitement la colère des parents. Et il faut savoir d'une part que la prostitution n'est pas un délit, le proxénétisme est un délit. Donc, c'est pas la prostituée qui est pour nous l'auteur d'une infraction, c'est le proxénète ou le client. Alors, les parents sont bien évidemment en attente que la police leur ramène leur enfant et que leur enfant ne refugue plus et ne se prostitue plus. Et ça, la police ne sait pas faire. Là, la police ne sait pas mettre un fonctionnaire derrière chaque gamine de 16 ans pour lui dire « Reste à la maison, ne te prostitue pas, sois une gentille fille, sois scolarisée, poursuis tes études sagement. » C'est très compliqué. On ne peut pas se substituer aux parents. Un discours abrupt, mais qui a sa logique. La brigade des mineurs s'intéresse aux victimes, mais son métier est de cibler les proxénètes. Il est 6h du matin dans un quartier populaire de région parisienne. Une intervention musclée se prépare. La brigade a identifié un homme qui aurait plusieurs mineurs sous sa coupe. Derrière la porte, les policiers cueillent le suspect. C'est un gamin d'à peine 20 ans. La fouille apporte quelques éléments. 500 € en petites coupures et les clés d'un appartement. Retour à la brigade. D'autres perquisitions ont lieu au même moment. Et d'autres membres de ce réseau présumé ont été arrêtés, comme cette jeune femme blonde. Fille des beaux quartiers, elle aurait blanchi l'argent des passes. On est loin du grand banditisme.
C'est pas des personnes qui sont organisées, qui sont des grands délinquants, qui ont vraiment réfléchi à ce qu'ils allaient faire. C'est souvent des mecs qui rencontrent notre copain qui a fait « Ouais, moi j'ai fait un peu de ça avec une fille, ça a marché, allez on se met ensemble, on va trouver des filles ». Ou qui ont même pas besoin de chercher les filles parce que les filles viennent à eux finalement. Elles font ça pour se gagner de l'argent, elles se font de l'argent, mais c'est normal aussi de donner de l'argent au proxénète parce que c'est lui qui loue la chambre d'hôtel ou le Airbnb, c'est lui qui fait sa sécurité, qui se fait en sorte qu'elle se fasse pas attaquer par les clients parce qu'elles ont un petit peu peur aussi de temps en temps des clients. Et c'est lui qui, parce que bon, peut-être qu'elles savent pas faire, qui font leur annonce sur Internet. Il arrive d'ailleurs que ces prostituées soient des filles relativement intégrées socialement, qui sont scolarisées, qui se prostituent le week-end, le soir, mais qui ont une vie sociale et familiale intégrée. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a aussi beaucoup de fugueuses qui se prostituent et qui financent leur fugue par ce moyen.